représente déjà plus de 40% de la reçue de votre élevage. Ça veut dire que si vous échouez au niveau de la construction de votre porcherie, vous aurez beaucoup de difficultés lors du suivi de vos animaux. On se comprend, non? Et de nos jours, dans l'élevage moderne, puisqu'on fait l'élevage moderne et l'élevage intensif, ça veut dire qu'on ne doit plus laisser les animaux en divagation. On se comprend bien, non? De laisser les animaux en divagation, ça veut dire laisser les animaux dans la nature, comme le faisaient nos parents au village ou dans l'Antiquité. Cet élevage n'est pas rentable. On se comprend bien, non? Donc vous devez savoir que les animaux doivent être logés dans une porcherie. Donc raison pour laquelle le jour a décidé de parler de la construction d'une porcherie. On se comprend. Mais avant de parler du plan de construction d'une porcherie, il faut d'abord savoir pourquoi on doit loger les animaux d'après vous. On doit loger les animaux pourquoi? Pour ne pas permettre aux animaux de se propager dans la nature. Voilà, pour éviter la divagation. Parce que l'expérience a montré que lorsque les animaux sont en divagation, lorsqu'ils effectuent beaucoup de mouvements, ils perdent en énergie. Ils perdent de l'énergie. Et quand ils perdent de l'énergie, ça freine leur croissance. On se comprend, non? Parce qu'ils sont toujours en mouvement, ils sont toujours en exercice physique. On se comprend bien. Voilà. Donc, pour aller plus rapidement, vous devez savoir qu'on doit loger les animaux pour lutter d'abord, pour éviter d'abord les intempéries. Parce qu'il y a les pluies, il y a le soleil violent qui sont néfastes pour le suivi des sujets, on se comprend. Aussi pour le vol. Parce que si vous laissez vos animaux en divagation partout là, il est fort probable que quelqu'un en passant là, il arrête un porcelet, il fuit avec facilement. On se comprend bien. Vous devez aussi loger vos animaux, surtout vos porcs en particulier, pour éviter les conflits agro-pastoraux. Parce que lorsque vous laissez vos porcs en divagation, si par exemple vous partez à la porcherie là-bas en bas, si un porc sort par exemple, supposons qu'un mâle sort là-bas en bas, vous allez voir ce qu'il doit faire, il doit ravager tout le champ des voisins. On se comprend. Et lorsqu'il ravage le champ comme ça, c'est pour ça que le lendemain, tu auras une convocation chez toi. On va te dire que j'ai mis les semences ici, le porc a tout mangé, ou il a fait ceci. Parce que quand il sort, ce n'est pas pour blaguer. Ils aiment généralement faire les trous un peu partout. C'est pour ça il faut les loger. On doit aussi les loger pour mieux les suivre. Parce que si ton porc est en divagation, tu n'auras pas un contrôle sur lui. Alors que lorsque tu as mis un porc dans une loge, tu viens chaque jour, tu contrôles le porc, tu vois s'il va bien, pour mieux le soigner aussi. Parce que c'est lorsque le porc est présent devant toi, tu as la possibilité de le contentionner. Contentionner veut dire que tu arrêtes ton porc et tu pars et tu le soignes. On se comprend, non? Tu vois que s'il est en divagation, ça serait un peu très compliqué pour toi. On doit aussi mettre les porcs dans une loge pour un meilleur suivi, comme j'ai dit, et plus aussi au niveau de l'alimentation. Parce que là, il faut bien leur nourrir. Parce qu'on a dit ici qu'on nourrit les porcs en fonction de leur état physiologique. Il y a une quantité bien précise. Ça veut dire que généralement, vous allez calibrer vos porcs, chaque porc dans sa loge. Et il y a une quantité d'aliments qui est bien indiquée pour chaque porc en fonction de son âge et son poids. Parce que vous devez savoir que âge et poids vont ensemble. Âge et poids vont ensemble. Quand les deux ne sont plus ensemble, ça veut dire qu'il y a déjà eu un problème. Il faut corriger ce problème-là. Je ne sais pas si on se comprend bien. Voilà, donc, on va revenir maintenant sur la construction de la porcherie. Vous devez d'abord savoir qu'il y a deux types de bâtiments. Il y a le bâtiment pour reproduction. Il y a le bâtiment pour engraissement. On se comprend. Les deux bâtiments sont complètement différents au niveau des dimensions. On se comprend. Ils n'ont pas les mêmes dimensions. Je ne sais pas si on se comprend bien. Et les positions aussi dans une ferme sont très importantes. Donc ça veut dire que lorsque tu veux construire ta porcherie, tu dois d'abord tracer ce que tu veux dans ta tête. Quel est le cheptel que j'aimerais avoir? On se comprend. Parce que c'est en fonction de ça que tu vas construire ta porcherie. Tu ne dois pas te mettre à lancer les porcheries en désordre ou les bâtiments en désordre alors que tu as un objectif bien précis. On se comprend bien. Quel est le cheptel que j'aimerais avoir? Quand tu as un cheptel maintenant que tu aimerais avoir maintenant, on te dit maintenant, ok, tu vas travailler sur telle surface. Parce que même ici, on travaille aussi à mètre carré. Je ne sais pas si tu comprends bien. On travaille aussi à mètre carré. Ça veut dire que quand tu donnes là ton cheptel, tu dis le nombre de porcs que tu aimerais avoir maintenant. On te dit maintenant que, ok, tu vas prévoir un bâtiment pour production, par exemple, de telle loge, et un bâtiment, peut-être que 3 bâtiments engraissement. C'est ça qui doit suffire pour ton cheptel que tu as besoin. J'espère qu'on se comprend bien. Pour ce qui est des positions, vous devez savoir que lorsque vous avez votre porcherie, comme par on a parlé du plan de construction, on se comprend bien. À l'entrée de la porcherie, généralement, il y a toujours le logement. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, à l'entrée de la porcherie, il y a toujours le logement. Ça veut dire que si ça c'est ma porcherie, on se comprend. Ça veut dire que mon logement, généralement, doit être là, à l'entrée. Le logement permet que lorsque quelqu'un veut entrer, je contrôle directement la personne. On se comprend. Tous les va-et-vient de la porcherie, si c'est l'entrée là, ça veut dire que même s'il y a une barrière, si le logement est là à l'intérieur de la barrière, ça veut dire que tout ce qui se passe, celui-ci contrôle.
On se comprend bien. Ça veut dire que quand il y a le logement à l'entrée, le premier bâtiment qu'on voit généralement, c'est le bâtiment d'engraissement ou la quarantaine. On se comprend bien. Quand on dit bâtiment d'engraissement, ça veut dire que c'est le bâtiment où généralement les visiteurs ou les acheteurs de porc ou des porcelets et autres peuvent avoir accès facilement. On se comprend. Donc, le suivi là-bas n'est pas strict comme en reproduction. On se comprend. Ça veut dire qu'à la sortie, ça veut dire que si je veux mettre un bâtiment, d'abord, c'est le bâtiment d'engraissement qui doit se présenter en première position. On se comprend. Et le bâtiment de reproduction doit être caché. Doit être caché. Le bâtiment de reproduction, c'est le dernier bâtiment. Ce n'est pas tout le monde qui a accès à ce bâtiment. Parce que c'est où il y a le cœur de ton élevage. Parce qu'en réalité, c'est la truie qui est la mère de l'élevage. C'est elle qui donne les petits qu'on envoie en engraissement. Et en engraissement, ils sortent directement. On se comprend bien. J'espère que vous comprenez bien le chemin. Ça veut dire que si là, il y a le logement, ça veut dire que le château peut se positionner sur une place ici. On se comprend, non? C'est-à-dire que là, il peut avoir mon château avec mes cubiténaires. On se comprend? Maintenant, les cubiténaires, comme c'est la porcherie, ça ne dérange pas. Généralement, le premier cubiténaire qui est là-haut. Le premier cubiténaire qui est là-haut, c'est la réserve. On se comprend? C'est la réserve. Ça veut dire que lorsque ça charge là, et c'est celui-ci maintenant qui part dans le bâtiment. On se comprend? Ça veut dire que je peux décider d'envoyer je peux mettre même 2 cubiténaires ici. Je décide d'envoyer le premier cubiténaire dans le bâtiment d'engraissement. Je décide d'envoyer le deuxième cubiténaire dans le bâtiment de reproduction. Maintenant, comme il y a le logement à la ferme, il y a des gens qui y vivent aussi. Ils peuvent laver les habits, ils peuvent boire, continuer avec les dimensions des différentes loges. J'espère qu'on se comprend bien. On a dit que là, c'est un bâtiment pour reproduction. J'espère qu'on est ensemble. Voilà. Donc là, ce sont les différentes loges. L1, L2, L3, L4, L5, L6. J'espère qu'on se comprend bien. Ici, c'est le couloir de passage. Il a dit que le couloir de passage doit être de 1,5 mètres. On se comprend. Parce que lorsque le porcher, lui, travaille, s'il veut passer avec la brouette, ou s'il a son sac d'aliments, on se comprend bien, il va falloir qu'il puisse rouler avec sa brouette. Parce que parfois, les sacs d'aliments sont lourds, de 50 kilos. On se comprend. Et il ne faudrait pas qu'il soit en train de souffrir avant de servir les animaux. C'est qu'il peut porter son sac ou il peut utiliser une brouette. Vous voyez que si le couloir de passage est seulement 0,5, il aura les difficultés à sortir. Et si maintenant toi-même tu veux faire sortir une bête pour aller dans une autre loge, tu vois que l'animal aussi parfois, il va falloir peut-être que l'animal rôde, tout ça, ça serait un peu compliqué pour l'animal. J'espère qu'on se comprend bien. Alors que là, à 1,5, l'animal, même s'il a 100 kg, même s'il a n'importe comment, il peut se battre à tourner facilement pour partir dans une autre loge. J'espère qu'on se comprend bien. C'est-à-dire que pour les dimensions aussi, il faut respecter ça. On se comprend. Maintenant, j'ai dit qu'ici, là, c'est la véranda. On se comprend. Pour ce qui est de la véranda doit être de 1 mètre. Et le rôle de la véranda, ça permet de protéger les murets. Donc, ça protège les murs. On se comprend bien, non? Ça protège les murs de telle sorte que si il pleut, par exemple, il ne faudrait pas que la pluie s'infiltre au niveau de la fondation. On se comprend? Parce que quand la pluie s'infiltre au niveau de la fondation, parfois, ça met les trous. Si c'est peut-être qu'un sol que tu avais remblé, ça va tomber, ça va se casser. On se comprend bien. J'espère que vous voyez le rôle de la véranda. Maintenant, après la véranda, maintenant, ce que vous voyez là, ce sont les rigoles. Ce sont les rigoles. Et pour la rigole, c'est très important. Parce que plusieurs techniciens, généralement, ils ratent la rigole. Ils ratent la rigole. On ne doit pas rater la rigole. On ne doit pas blaguer avec la rigole d'un bâtiment de reproduction ou de porcherie. J'espère qu'on se comprend bien. Pour trouver la rigole, vous devez patienter lorsqu'il pleut, ou vous devez touler d'abord le bâtiment. Vous toulez le bâtiment. Maintenant, là, vous pouvez prendre un fût d'eau ou un seau d'eau, vous montez sur le toit, vous versez. Vous voyez où les eaux chutent. Où les eaux chutent, ça va tracer. Lorsque ça trace là, ça veut dire que c'est où la rigole doit passer normalement. J'espère qu'on se comprend bien. C'est où la rigole doit passer normalement. Parce que, généralement, dans les différentes loges, il y a ce qu'on appelle les zones d'évacuation. La zone d'évacuation, généralement, j'aime quand ça sort de l'extérieur. On se comprend. Ça veut dire que j'aime quand ma zone d'évacuation, c'est ça ici. Là et là. On se comprend. Je n'aime pas, parce que ces personnes qui construisent leur porcherie, ils font la zone d'évacuation ici au milieu. Ça veut dire que lorsqu'on nettoie ou lorsque les portes défectent, ça sort par le milieu. On se comprend. Donc l'expérience a montré que ce type de porcherie, où ça sort par le milieu, un peu comme ce que vous avez vu là-bas en bas, est généralement très sale. On se comprend. Parce que là, il y a tous les mouches qui sont dans le bâtiment. Parfois, le porcher peut être sale lui-même. Il n'a pas le temps pour travailler tout ça. Ça rend la porcherie un peu trop sale. On se comprend. Donc, ça veut dire que pour les meilleures porcheries, les évacuations doivent être de l'extérieur.
ça sort de ce côté et ça sort de ce côté. J'espère qu'on se comprend bien. Là, maintenant, dans les loges, ça sont les zones d'évacuation. Ça veut dire que là, vous devez même prendre les gros tuyaux. On se comprend? Les gros tuyaux. Et généralement, quand on a des bâtiments de reproduction, on se rend compte généralement que lorsque les gens mettent les zones d'évacuation avec les gros tuyaux, lorsqu'il y a la mise bas, ils oublient de boucher le tuyau. Généralement, le porcher, quand il y a mise bas, parfois, généralement, c'est la nuit. Le porcher, il est en train de dormir, il revient que les porcelets sont déjà dans la fosse ici, là. Ou que les porcelets sont dans les rigoles, là, en train de se balader, que généralement, il a oublié de fermer le trou. Ça veut dire que quand la mise bas est déjà proche, vous bouchez tous les trous. Très important. Sinon, vous allez venir retirer au moins 10 porcelets là-bas à l'intérieur. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Donc, généralement, là, la zone d'évacuation, qui doit normalement suivre la pente. On se comprend. Parce qu'il y a toujours certains techniciens qui se battent toujours à mal faire leur travail. Ça veut dire qu'ils voient bien comment, là, on a prévu la zone d'évacuation ici. Ils voient comment on a prévu la zone d'évacuation ici. Lui, il se bat à venir faire sa pente ici. La pente de un côté, on se comprend. Tu n'as pas nettoyé ta porcherie, l'eau part de ce côté, ça part à gauche, ça part à droite, ça part à gauche, ça part à droite. Non. Ça veut dire que quand je viens mon tuyau, je reste là, je nettoie, ça sort directement là, propre, sans problème. Lorsque ça sort maintenant, le tuyau s'y passe en bas de la véranda et ça tombe dans la rigole directement. On se comprend. Pareil pour ici. De ce côté, la zone d'évacuation, c'est là. C'est là. Ça veut dire que quand on nettoie, la pente ici est comme ça, la pente de ce côté est comme ça. On se comprend bien. Donc ça suit le toit, puisque le toit est comme ça. On se comprend bien. Le toit est deux côtés. On se comprend bien, non? Quand ça sort là, maintenant, ça sort là. Tout ça, maintenant, passe dans la rigole. Ça passe dans la rigole, ça vient ici. Ça vient ici. On appelle ça fosse à purin. On se comprend? On appelle ça fosse à purin. Ça veut dire que c'est où toutes les déjections là viennent se retrouver. Maintenant, là, on utilise ça pour faire le biogaz. On se comprend? On fait ça pour faire le biogaz. C'est ce biogaz-là qui permet maintenant l'entretien des porcelets. Donc, ça veut dire que le biogaz donne la chaleur aux porcelets. Donc, on utilise ça pour chauffer les porcelets. On se comprend? Et ça permet aussi l'éclairage de la ferme. Il y a plusieurs fermes ici au Cameroun et en Afrique qui ont déjà utilisé ce système. Je vais même faire une vidéo pour expliquer ça quand il sera à la ferme, pour expliquer comment ça fonctionne. Ça veut dire que là, ça permet d'éclairer les porcelets et la ferme aussi éclairée. On se comprend bien. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des autres dimensions, là, ce sont les box. Ce sont les box. Le rôle des box, c'est pour ceux qui n'ont pas les cages de mise bas. On se comprend. Pour ceux qui n'ont pas suffisamment de moyens pour acheter les cages de mise bas. Parce que je vous ai dit ici généralement que la majorité des cages de mise bas que nous utilisons ici en Afrique sont importées. Ça vient d'Europe. On se comprend. Et une cage de mise bas avec Kaiboti, généralement, c'est dans les 500 000. On se comprend. Au pays, 500 000. Tu vois que c'est pas facile d'avoir une cage, 2, 3, 4, 5, 6. C'est beaucoup d'argent. On se comprend. Ça veut dire que nous, les jongleurs, on préfère utiliser les box. On se comprend. Dans les box là, maintenant, il y a les petits trous en bas du box. Ou lorsqu'il y a mise bas, vous retirez d'abord les porcelets, vous les mettez à l'intérieur. Vous mettez les ampoules. Si votre biogaz fonctionne, ou si vous avez l'électricité dans votre ferme, vous mettez une ampoule chauffante là, ou une ampoule en infrarouge là, dans le box. Vous mettez le copeau au sol, une litière. C'est à l'intérieur que les porcelets se réchauffent. On se comprend. Parce que les porcelets ne supportent pas le froid. Une fois que les porcelets ont froid, c'est le stress et c'est les mortalités directement. J'espère qu'on se comprend bien. Ça veut dire que là maintenant, ça permet aussi, ce box-là, c'est aussi un rôle important parce que ça permet de vite sevrer les porcelets. Parce que là, avec ce box, tu es obligé d'utiliser l'aliment pré-démarrage. Lorsque tu utilises l'aliment pré-démarrage, ça veut dire que le porcelet, déjà à partir d'une semaine, il peut déjà manger. Ça veut dire que tu mets son aliment là-bas, avec son eau. Il vient, lui, il mange, il boit, il rentre, il tête. Il mange, il boit, il rentre. Ce qui te permet de sevrer le porcelet rapidement et avec un bon poids. Tu vas voir que ton porcelet à 30 jours, il aura facilement 15 kg. Alors que si tu ne fais pas ça, ce sera difficile pour toi d'avoir les porcelets de 15 kg, parfois en 30 jours. J'espère qu'on se comprend bien. Donc, pour bien démarrer un porcelet, c'est bien de prévoir ce système-ci là. J'espère que c'est clair. Voilà. Maintenant, s'il faut revenir maintenant, ici là, c'est la porte. J'ai dit que les porcs sont des animaux très solides et très forts. Un porc qui a pratiquement 250 kg à 300 kg. Imaginez si il dose une porte.
Vous voyez que si vous avez fait une mauvaise porte avec les matériaux précaires, il doit détruire les bêtises. Donc, que votre porte soit en planche, ou avec les chevrons, ou en fer, vous devez veiller à faire une très bonne porte pour vos animaux. J'espère qu'on se comprend bien. Les portes doivent être solides. Et j'ai dit ici que les portes s'ouvrent de l'intérieur. Les portes s'ouvrent de l'intérieur. Ça veut dire que quand je vais entrer dans ma loge, je pousse plutôt la porte. Je pousse plutôt la porte avant d'entrer. Parce que si le porc lui constate que non, lorsqu'il cogne la porte, ça s'ouvre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va toujours venir cogner jusqu'à ce que ça va lâcher. On se comprend? Et généralement aussi, lorsque tu viens, il peut y avoir plusieurs portes dans une loge. Lorsque tu viens, tu tires la porte. Lorsque tu viens, tu tires la porte. S'ils sont nuisibles, ils peuvent sortir une fois tous. C'est pour ça qu'ils seront en divagation dans les autres loges. Ça ne va pas t'aider. On se comprend? Voilà. Maintenant, on va parler du sol. Puisqu'on a parlé de la zone d'évacuation, de la pente qu'il faut respecter. On se comprend? Mais on a oublié le sol qui est très important. J'ai dit ici que le porc a 250, 300 kilos. Parfois, ils sont nombreux dans une loge. Ça veut dire que si on veut compter la masse, c'est vraiment du loge, ça peut faire peut-être 1 tonne. Plus d'1 tonne parfois. Et vous devez maintenant voir que là, lorsque c'est comme ça, maintenant, avec le contact avec l'eau chaque fois. Parce qu'il y a l'eau en permanence dans une loge, puisqu'il faut laver chaque jour. Ça fragilise aussi le sol. Plus les sabots qui sont sur ça chaque fois. Vous voyez que vous devez bien doser le sol. Donc ça veut dire que le sol doit être constitué du sable, du ciment, du gravier. Donc vous devez utiliser le béton. On se comprend? Vous devez utiliser le béton pour la porcherie. Puisque j'ai dit ici que lorsque c'est le béton armé, ça veut dire que c'est le sable, le ciment, le gravier et le fer. On se comprend. Donc ici, on coule, on ne chape pas. Puisqu'on chape lorsque c'est ciment et sable. On n'a pas besoin de ça ici. On doit couler le sol. On se comprend. Maintenant, vous ne devez pas couler le sol après vous lissez le sol. On ne lisse pas le sol de la porcherie. C'est pas comme le poulailler. Il est bien fait que pour le poulailler, on recommande de lisser parce que ça facilite le nettoyage. Parce que lorsque c'est lissé, c'est facile de laver. On se comprend. Alors qu'ici, si tu lisses, c'est un problème. Si tu lisses, c'est un problème parce que les animaux vont glisser. Ils ont les sabots très glissants. Ils vont passer au temps à glisser. C'est comme ça que tu auras beaucoup d'handicapés dans ton cheptel. Chaque fois, tu vas dire qu'il y a tel porc qui s'est blessé, il y a tel porc qui boite, il y a tel porc qui boite. Tu vois que pour finir, tu vas dépenser beaucoup au niveau des charges vétérinaires. Tu vas acheter les antibiotiques et les anti-inflammatoires pour traiter ça. Voilà comment ça te cause toujours les manques à gagner. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut éviter de lisser le sol de votre porche. On ne lisse pas le sol. Pour le sol, il dit ici que les animaux les porcs sont des animaux qui n'ont pas les glandes de hypas. Ça veut dire qu'ils ne transpirent pas. Ça veut dire que lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il fait bien chaud, le porc lui se couche. Il se couche pour prendre un peu le froid sur le sol. On se comprend. Lorsqu'il fait frais maintenant, il se couche encore sur le sol. C'est lui qui donne maintenant la chaleur au sol. Vous voyez que là maintenant, qui donne la chaleur au sol, maintenant, lui là maintenant encore froid. Et lorsque, il dit les porcs ne supportent pas l'humidité. Parce que c'est ça qui cause généralement trop de maladies au sujet. On va prendre maintenant l'entrée. Ici là. Il lance le dispositif, le désinfectant. On se comprend bien. C'est dans ce désinfectant que vous allez mettre le TH4, le Virunet ou le Vicon pour vous désinfecter avant d'entrer dans la loge. Et j'ai dit ici que avant de se désinfecter même là, avant de se désinfecter même à l'entrée du bâtiment, généralement il y a ce qu'on appelle les vestiaires. On se comprend bien. C'est dans ces vestiaires que lorsque vous arrivez dans une porcherie, vous passez là-bas, vous échangez d'abord. Donc, l'habit que vous êtes parti chercher les femmes avec, boire le vin, tout ça, non. Vous n'entrez pas à la porcherie avec. Ça reste au niveau des vestiaires. Vous devez avoir une tenue bien appropriée pour votre porcherie. Vous ne devez pas mélanger les tenues. Donc, ça veut dire que celui qui travaille au poulailler, il doit avoir sa tenue au poulailler. Celui qui travaille à la porcherie doit avoir sa tenue pour la porcherie et les bottes pour la porcherie. On se comprend? Donc, vous devez toujours vous échanger au niveau des vestiaires avant d'entrer dans votre porcherie. Parce que, comme je disais au cours précédent, il y a certaines bactéries qui sont non pathogènes, par exemple au porc, ou certains virus qui peuvent être pathogènes pour les poulets. On se comprend. Ça veut dire que toi, tu peux travailler à la porcherie avec le même habit et les mêmes bottes. Tu pars donner aux poulets le même soir maintenant. On dit que les poulets sont malades, on ne sait pas où la maladie sort. Tu peux travailler chez les poulets. Tu es par exemple à la porcherie en train de travailler chez les porcelets.
Tu arrives le lendemain, tu constates que les portions directement commencent à avoir la diarrhée. Parce que tu as pris une bactérie chez les poulets. Tu peux partir donner ça au porcelet. C'est pas qu'on se comprend, mais ça veut dire que la tenue ici, là. Et ici, il y a un lavabo. Ça veut dire qu'avant de t'échanger, tu te laves d'abord. Tu te laves, tu te désinfectes avant de venir se désinfecter. Et une deuxième désinfection ou une troisième désinfection est toujours importante. On se comprend bien. Donc ça ne dérange pas. Demain, ça va encore la poche, tu te désinfectes 5 fois. Ça n'a aucun problème. J'espère qu'on se comprend bien. Et si vous avez même les étrangers dans votre ferme, vous devez prévoir une tenue au niveau des vestiaires pour les étrangers. Finalement, quand vous parlez dans les fermes, vous allez voir, il y a certains emplois jetés. Donc ça ferme tout le corps, jusqu'à la tête, tout. Quand il vient, il n'a pas besoin de toucher le porc. Il porte son emploi jeté, il entre dans le bâtiment, il fait ce qu'il a à faire. Après, on retire l'emploi jeté, on détruit. Ça, c'est toujours les mesures de biosécurité, très important. Pas quelqu'un qui t'enroute, tu dis que je viens pas à la porcherie. D'abord, la ferme n'est pas d'abord un site touristique. Tu ne dois pas prendre tes amis en ville, tu viens que je viens pas voir mes gros porcs que j'ai là-bas. Non, ce n'est pas conseillé. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Et ici, maintenant, j'ai dit qu'ici, là, les produits que je vous recommande généralement, les produits vulgaires les plus utilisés, il y a le Virunet, il y a le Virucide, et il y a le Virunet, il y a le TH4, il y a le Vicon. Je vous conseille ça parce que ça a les triples actions. Quand on dit virucide, parce que le Virunet, lui, il est virucide. Quand on dit virucide, ça veut dire que ça tue les virus. Quand on dit fongicide, ça tue les fongiques. Quand on dit bactéricide, ça veut dire que ça tue les bactéries. On se comprend. Donc, ça veut dire que je ne vous conseille pas d'utiliser l'eau de Javel et autres. Parce que certaines personnes essayent d'utiliser l'eau de Javel. L'eau de Javel est faible. Il faut prendre des produits efficaces pour protéger vos animaux. Donc, j'espère que c'est clair. Maintenant, là, on parlait du château. On a parlé des pipettes. Les pipettes, normalement, doivent aller sur les côtés. Voici le côté des pipettes. On se comprend. Et je vous conseille plus d'utiliser les moyennes et les grosses pipettes. Parce que les plus petites pipettes, là, généralement, ont un peu les problèmes de pression. Ça veut dire que généralement, ça lâche un peu vite et parfois, ça ne peut pas bien couler l'eau. Et pour les pipettes, maintenant, il y a deux tailles. Plus bas, quand on est un bâtiment de reproduction, vous devez prévoir les premières pipettes à 30 centimes. On se comprend. Et la seconde pipette à 70 centimes. Donc, ça veut dire que dans une loge comme ça, là, le minimum des pipettes qu'il doit avoir là-bas doit être 2. Le minimum des pipettes. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Le rôle des pipettes, je vous conseille plus les pipettes parce que ça permet de contrôler l'eau. La qualité d'eau, c'est plus hygiénique. La qualité d'eau que vous donnez à vos sujets. Parce que, avec les pipettes, les porcs ne défectent pas dans l'eau. Tu peux administrer les médicaments facilement. Tu mets dans le bac, ils consomment tranquillement. Et quand ça quitte du château, ça passe sur les côtés. Vous pouvez utiliser les tuyaux blancs. C'est très pratique. On se comprend, non? Ça passe sur les côtés, c'est très pratique. Mais, lorsque vous construisez votre porcherie, il ne faut pas oublier ça. Il y a les mangeoires et les abreuvoirs manuels. Parce qu'on peut couper l'eau, il peut y avoir coupure d'électricité, le forage peut être en panne, les porcs vont faire comment ils ne vont pas boire. Il faut qu'ils consomment toujours. Ça veut dire que il faut toujours prévoir les abreuvoirs et les mangeoires manuels pour eux. On se comprend. Et les abreuvoirs et les mangeoires manuels doivent être toujours à l'entrée, comme j'ai dit. Et dans autres que s'il a son eau, il porte son eau, il sait, il avance, il porte son eau, il sait. Pas qu'il passe son temps à sauter dans les loges ou ouvrir les portes, entrer, sortir. J'espère qu'on se comprend bien. Et ça, c'est la mangeoire. À l'entrée comme ça. Ce sont les mangeoires. Ce sont les mangeoires. On se comprend bien. Pour les mangeoires, ça doit être à l'entrée, toujours pour faciliter le service. J'espère qu'on se comprend bien. Toujours pour faciliter le service. Maintenant, vous parlez des dimensions. Si on parlait sur les dimensions de la loge, des murets, les murets de séparation des différentes loges, vous allez prendre 1,20. On se comprend? 1,20 pourquoi? Parce que si vous prenez 0,8 ou 1, ils vont sauter. Ils vont sauter, il n'y a rien à faire. Les poids en croissance là, ou les goûts, ils vont sauter. Lorsqu'une truc sera en chaleur, tu vas venir voir qu'elle a sauté depuis les loges là. Donc ça veut dire que c'est mieux d'aller à 1,20. Si tu pars maintenant à 1,62, non, ce n'est plus conseillé. Tu auras les problèmes d'aération dans ton bâtiment. Et les porcs dégagent énormément de chaleur. On se comprend? Tu as les problèmes, tu as les maladies respiratoires en désordre. Ça veut dire qu'il faut respecter les dimensions de 1,20 pour éviter que les porcs sautent et pour permettre aussi une bonne ventilation. J'espère qu'on se comprend bien. Parce que votre porcherie doit être normalement ouverte sur les côtés. Hein. Donc ça veut dire que quand tu mets 1,20 là, si tu veux continuer, tu mets quoi? Tu mets le grillage.
Tu mets le grillage, les grillages solides là. Si tu veux protéger davantage, à défaut, tu laisses comme ça. Tu n'as pas levé ton mur et empêcher les animaux de respirer. J'espère qu'on se comprend bien. Il est bien vrai qu'il y a certaines personnes qui font quand même les bâtiments fermés pour protéger davantage leurs sujets. Mais ce qu'on conseille généralement pour le bien-être des animaux, c'est de laisser à un veuve. On se comprend bien. Oui. Maintenant, pour ce qui est de la hauteur des poteaux, puisque dans chaque loge, normalement, il doit avoir les poteaux. Pour les poteaux, vous allez prendre les poteaux à 3 mètres. Les poteaux, 3 mètres. Maintenant, au niveau de la charpente finie, toi, 4,5. Et au niveau du toit, il faut pas oublier les lanterneaux. Je dis que les lanterneaux permettent la ventilation verticale. On se comprend, non? Ça permet la ventilation verticale. Et il ne faut pas oublier les lanterneaux. Maintenant, il y a certains types de porcheries. Comme un peu ce que vous avez vu, le premier bâtiment qui est en bas, qui a la porcherie là. Vous allez voir que le premier bâtiment, lui, il est ouvert. Vous allez voir que le toit ne couvre pas complètement la porcherie. On se comprend. Ce système-là, c'est un peu comme les anciens systèmes. Moi, je ne vous conseille pas trop ça. Pourquoi? Quel est l'inconvénient que vous avez vu là-bas? Voilà. Vous allez voir que lorsque vous construisez, il a très bien répondu. Vous allez voir que lorsque vous tournez par exemple votre bâtiment, parce qu'il y a certaines personnes qui partagent sur les anciens plans là. Et moi, je n'aime pas trop ça. Ou la porcherie va par exemple tout tourner. On se comprend. Là, on partage ça soit sous prétexte que les porcs ont parfois besoin d'un peu de chaleur. Il est bien vrai. D'un peu de soleil. Il faut qu'ils viennent un peu là prendre le soleil. Mais ça a plus d'inconvénients que d'avantages. On se comprend. Parce que là, s'il y a les intempéries, s'il y a les porcelets là, ils vont se diriger là. Tu vas venir ramasser les morts. Si peut-être qu'il y a mieux bas et que ton porcher, parce que ce n'est pas toi qui travailles. Tu ne connais pas le comportement de ton porcher. Parfois, ils sont tous les totaux. Tu vas venir voir que parfois, il a laissé. Il y a eu mieux bas, ils sont tous morts de ce côté. J'espère qu'on se comprend bien. Et vous allez aussi constater que le côté qui n'est pas couvert se détruit très vite. Très vite, très vite, très vite. Ça se détruit très vite. Généralement, ça prend aussi beaucoup les champignons et autres. Donc, c'est mieux de fermer, de tourner toute ta porcherie. On se comprend. Et il faut laisser maintenant à 1,20, comme j'ai dit, le même soleil là. Puisque le soleil du matin est très important pour les porcs, parce que c'est riche en vitamine D. On se comprend, non? Le même soleil là, si tu as laissé ton bâtiment à 1,20, le même soleil doit entrer dans le bâtiment et ça va favoriser la croissance de tes sujets. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ok. Maintenant, si on veut maintenant parler des dimensions des différentes loges. Les dimensions des différentes loges en repos. Moi, je vous conseille de prendre les loges de 3 x 4. On se comprend. 3 x 4 ou 3 x 3. Donc 9 mètres carrés ou 12 mètres carrés. Ça passe facilement. On se comprend bien. Quand il dit 3 x 3, ça veut dire que la longueur et la largeur. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà, la longueur. C'est pour ça qu'on dit mètre carré. Parce que ça vient à mètre, ça vient à mètre. C'est ça qui fait mètre carré ici. J'espère que c'est clair. Voilà. Et si on est maintenant en engraissement. En engraissement, généralement, on a besoin de très grandes loges. J'espère qu'on se comprend bien. En engraissement, on a besoin de très, très grandes loges. Donc, généralement, en engraissement, ça ne sera plus comme ça. Vous allez plutôt constater que les bâtiments, les loges sont plutôt grandes. On se comprend bien. Voilà. Donc, en engraissement, je vous conseille de prendre les loges de 3 x 4. 3 x 4, 3 x 4. Il y a plusieurs plans de porcherie que j'ai déjà. Donc, ça veut dire qu'après, je vais vous envoyer les différents plans de porcherie et les devis qu'on a déjà eu à faire. Vous voyez, non? Voilà, 3 x 4. Ce qui va faire? Non, 5 x 6. 5 x 6. 5 x 6 pour les loges d'engraissement. On se comprend. Ce qui va faire 30 mètres carrés. On se comprend. Les 30 mètres carrés peuvent facilement prendre 50 pour lorsqu'ils sont encore peut-être à moins de 60 kg. Les 30 mètres carrés, ça veut dire qu'à 100 kg, ça peut prendre 30 pots. On se comprend bien. Vous voyez que, en fonction de vos objectifs, vous allez voir le type de loge qu'il vous faut. Vous pouvez utiliser le même bâtiment si vous n'avez pas suffisamment de moyens pour construire 2 bâtiments. Vous pouvez utiliser le même bâtiment pour faire la reproduction et l'engraissement pour un début. On se comprend bien, non? Le même bâtiment. Tout en sachant que, lors de la construction, il faut prévoir quelques loges un peu grandes. Ça veut dire que là, tu peux décider de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, peut-être que tu fais encore comme ça là. Les 2 derniers, si tu fais, c'est un peu grande.
Ce qui va te permettre de sevrer tes porcelets, les mettre là-bas. C'est possible de les engraisser même un peu avant de les vendre. Parce qu'une loge comme celle-ci de 12 mètres carrés peut prendre pratiquement 8 porcs lorsqu'ils sont encore jeunes. Et lorsqu'ils sont déjà truits, ou les trucs prêts à croiser ou croiser, vous pouvez mettre même 3 trucs par loge. Tout en sachant que lorsque la mise bas se rapproche, chaque truc doit être dans sa loge. J'espère que c'est bien, que c'est clair pour tout le monde. Donc ça, ce sont les bâtiments les plus utilisés ici chez nous. Maintenant, il y a un système encore plus avancé où on utilise uniquement les cages. Plus avancé. Donc, on parle de reproduction. Il n'y a pas de loge. Uniquement les cages. On aligne les cages partout, partout. Donc, ça veut dire que les loges, c'est pour l'engraissement. Donc, on fait les très grandes loges pour l'engraissement. Vous pouvez partir même plus, en fonction de vos moyens. Ça dépend maintenant du dispositif que vous avez maintenant, de vos moyens que vous avez pour voir comment vous allez bien arranger vos loges. Dans les nouveaux systèmes maintenant, vous allez voir, parfois c'est comme ça. Là, si on constate les cages, vous voyez que sur une même dimension, ils sont facilement avoir 30 trucs, à 40 trucs. Parce que chaque truc reste dans sa cage. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle mange là, elle boit, elle se couche. Elle mange là, elle boit, elle se couche, et ainsi de suite. Elle défèque là. On a un catcher ici au bout. On nettoie tout simplement là, ça part dans la fosse. Pareil, ce côté sont aussi comme ça. Avec les cages, ils mangent, ils boivent, ils dorment. Vous voyez un peu ça là, non? Donc vous voyez que le système-ci prend plus de truies. Mais c'est plus coûteux. On se comprend en termes d'investissement. C'est plus coûteux. Parce qu'une cage, normalement, je vous ai dit, une cage dans les 500 000. Avec Aiboti. On se comprend. Et là, il y a les cages maintenant pour les truies gestantes et les truies prêtes à croiser. Il y a encore d'autres cages maintenant pour la maternité. La maternité, c'est où maintenant il y a les barres de fer. Où il y a les barres de fer pour éviter les écrasements. J'espère qu'on se comprend bien. Voilà. Donc les cages sont bien différentes. Ok. Pour besoin d'un plan de construction pour leur ferme, ainsi qu'un devis, n'hésitez surtout pas de nous contacter. Notre fonctionnement est très simple. Lorsque vous avez déjà votre site, nous effectuons la descente sur le terrain pour voir si la zone est propice pour l'élevage de porcs. Une fois que nous validons, nous vous fournissons un plan de construction et un devis. Lorsque vous validez le devis, si vous avez vos techniciens, c'est bien, ils vous aident pour la construction de votre bâtiment. Si vous